la crainte de l'Éternel soit sur nous. Les gens de ce monde ont perdu leur liberté. Le filet de Satan est tombé sur eux. Ils croient être libres alors qu'ils sont esclaves. Esclaves de ce qui a triomphé en eux. Leur propre vie, la vie du monde, la chair. Car la confusion est telle. Les hommes sont devenus tellement insensés, déconnectés de tout ce qui est vrai, déconnectés de tout ce qui est réel, mais conditionnés, endormis, anesthésiés avec la télévision, Internet. Et les gens, il y a 200 ans, quand il n'y avait pas toutes ces buildings et tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, c'était presque obligé qu'ils se posent des questions, vous voyez. Parce qu'ils n'avaient pas tout ce qui nous conditionne, tout ce qui nous pervertit et tout ce qui nous séduit. Parce que tous les jeunes aujourd'hui, ils sont séduits par les jeux vidéo, ils sont séduits par les téléphones portables, par tout ce qu'on mange aujourd'hui en allant dans les supermarchés, en n'ayant aucune conscience d'où les choses viennent, vous voyez. Et ce monde, il est si puissant que les gens ne réfléchissent même plus. Et c'est tout ce que le diable, avec les grands de ce monde, veulent faire. Une génération qui réfléchit plus. Une génération qui perd la raison. Pardonnez-moi, le diable veut faire de nous un peuple stupide. Un peuple qui réfléchit même plus, qui n'applique plus du tout son cœur à la sagesse, qui ne sait plus comment compter ses jours, qui n'a plus aucune crainte de Dieu, et qui se laisse être un esclave de l'orgueil de l'homme qui veut se faire l'égal de Dieu. Ils ont perdu le sens. C'est comme si le Seigneur perçait mon cœur. Ils ont perdu le sens. Ils n'ont plus conscience des choses essentielles. Ils se laissent vivre sans savoir pourquoi ils vivent, sans se demander quel est le sens de leur vie. Ils sont devenus fous. Ils ne se rendent même plus compte qu'ils doivent faire un choix. Je répète, ils ne se rendent même plus compte qu'ils doivent faire un choix, prendre une décision. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. On vit dans un monde tellement puissant, tellement loin de Dieu, que les gens ont même plus, sans qu'ils s'en rendent compte, la liberté de choisir Dieu. Il y a des gens qui croient que quand on vient à Dieu, on perd sa liberté. Mais les gens de ce monde ont perdu leur liberté. Le filet de Satan est tombé sur eux. Ils croient être libres alors qu'ils sont esclaves. Esclaves de ce qui a triomphé en eux. Leur propre vie, la vie du monde, la chair. Et chacun pourra dire ce qui le pousse à la misère ou même au bonheur. Mais un bonheur de vanité. À nourrir sa vie de choses pour essayer d'y trouver un sens, des sens. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est lui qui a déterminé et la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc chaque être humain a une durée sur la terre. Et tôt ou tard, Dieu va les appeler un jour. Les gens vivent leur vie comme si Dieu n'était pas. Comme si Dieu était. Ils ignorent totalement Dieu. Personne ne se pose la question. Personne qui cherche Dieu. Tous sont pervertis. Donc chacun va à ses occupations. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, ce soir, maintenant, à tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient assez répandir. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache. Dynamique FM. Sans propre nom. Dynamique FM. Sans propre nom. Si tu veux le louer, c'est avant que tu récoltes, tu vas demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, il faut que tu saches qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM. Il s'agit du Dieu Tout-Puissant, De Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu révélé en chair. qui dans cette chanson, le groupe EXO, dit que pour le
louer, il faut le faire avec le cœur. Absolument. Pas de façon charnelle. Ah d'accord. Avec des chairs d'épaule. Il faut lâcher les pensées qui nous font peur. C'est ce que la Bible appelle chanter sous l'inspiration de la grâce. Ah d'accord. Ça suppose que si c'est pas comme ça, c'est charnel. Et aussi le fait qu'il ne faut pas besoin de diplôme pour louer. Absolument. Aujourd'hui, on a institué beaucoup d'écoles, les écoles de théologie, les écoles de célébration, les écoles de musique, et les écoles. Et il faut être diplômé spécialiste de musique pour donner des sons qui plaisent à ses oreilles. À nos oreilles normalement que ça plaît parce que les maîtres de musique et les chants sont au milieu de nous pour dire que telle note n'est pas bien. Pourtant le crapaud loue l'éternel, les ondées de l'eau louent l'éternel, et puis aussi le vent avec tous les brouhaha que ça fait, ça loue l'éternel. Est-ce que les péchés aussi louent l'éternel? La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'éternel. Vous voyez, quand quelqu'un même dans le péché, vous voyez effectivement, quand vous voyagez dans un bus plein de gens à craquer, que ce bus-là est subitement quelque chose, vous allez voir, chacun va dire Jesus. Sans se rendre compte, même le péché, même celui qui est naté dit Jesus. Parce que là, il a besoin de secours. Parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mesdames, messieurs, c'est sur cette magnifique chanson du groupe EXO. Si tu veux le louer, il faut que tu le fasses avec le cœur. Qu'on va entamer ce programme qui n'est une autre que la deuxième partie de la thématique qu'on a débuté la semaine dernière avec à l'appui le témoignage de Chimène Foucault qui est là une fois de plus ce soir pour nous donner la partie la plus consistante de son témoignage qui est une petite partie de l'histoire de sa vie, une petite partie de l'histoire de sa vie au travers de laquelle elle a vécu des fraudes, elle a vécu plein de choses dont elle s'attendait le moins. Et je vous rappelle que pour cela, donc, on vous attend vos questions, encore vos témoignages qui sont similaires aux siens. Par appel direct ou encore par SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 243 08 24 44. On a Emmanuel Sim qui assure en lieu et place de Élise Tondel, le chef lui-même en personne, la partie technique de l'émission, lui et toute sa famille. Chimène Foucault, bonsoir. Bonsoir Billy et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et bienvenue. Merci. Tu as honoré le rendez-vous. Vous avez honoré le rendez-vous. C'est un plaisir, vraiment. Il y a votre ancien chef qui vous regarde, qui admire, qui apprécie le fait. Je rappelle vous avez été stagiaire à Dynamique FM. Oui, j'ai fait 2 mois de stage à Dynamique FM. Vous avez parchemin. Oui. Dynamique FM. Et elle a dit la dernière fois que même en radio, elle a observé les fraudes. J'espère que c'est pas vous qui fraudez ici à Dynamique FM. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que ce soit on parlera de la fraude dans les entreprises. La deuxième partie, parce que la première partie était la semaine dernière, et on a reçu de Chimène Foucault. Je vais essayer de faire un résumé introductif de ton témoignage, Chimène. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Et voilà, donc avec toi, on a eu ta déception, l'information sur ta déception qui provenait du fait qu'à l'école, au sujet des entreprises, tu t'es rendu compte qu'à l'école, on apprend ce qui ne se vit pas dans les entreprises. C'est-à-dire que tu apprends quelque chose à l'école et dans l'entreprise, contre toute attente, c'est tout le contraire qui se fait. Exactement, c'est tout le contraire. Donc, si je peux continuer ou alors vas-y. Oui, ok. Je ne sais pas s'il faut que je continue, à quel niveau. Ou il faut que j'aille directement droit au but parce que mon histoire est vraiment longue. Je crois que la semaine dernière, j'ai posé une question. S'il arrive qu'elle a dû travailler dans une entreprise où il y avait des pasteurs, et vous avez dit chuter par là en disant qu'elle entamera cette fois. Oui, effectivement. Si vous voulez qu'on y arrive. Non, on va y arriver. Mais vous voulez tenir les auditeurs là jusqu'à la fin. Oui, parce que vraiment, c'est vrai que c'est assez long. La dernière fois, c'était arrêté au moment où je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable. Et pendant que j'étais dans ce cabinet d'expertise comptable, j'ai réalisé beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, le rêve de toute personne qui étudie en comptabilité, c'est d'entrer dans un cabinet d'expertise comptable. Et moi, donc, mon rêve, c'était de vraiment approfondir la théorie à la pratique, en fait. Joindre les deux. Et donc, étant là-bas, je me suis rendu compte vraiment que c'était beaucoup trop de fraude, contraire à ce qu'on apprend à l'école. Maintenant, le plus difficile déjà, c'est que je donne mon point de vue, je dis... Je pense que, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, on devrait bien faire les choses. Et malheureusement, mes collègues étaient contre moi. On me prenait pour celle-là qui vient du ciel, qui est étrangère. On me disait tout le temps, je ne comprends même pas ce que j'ai dit. Je ne peux pas m'en sortir si je continue à penser comme ça. J'entends souvent un langage qui dit que tu penses que tu es en France ici. Voilà, exactement. Donc c'est un peu ce qu'on me disait tout le temps. Et à un moment donné, ils ont fini par me demander, mais toi-même, tu fais quoi ici ?
Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, c'est difficile de continuer à dire aux gens, ce n'est pas bien pendant que toi-même tu es encore là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir dans cet esprit de chercher un endroit meilleur où je vais m'épanouir. Et donc, avant de trouver un autre endroit, d'autres choses qui me frustraient déjà dans cette entreprise, c'est que je me souviens un jour, le boss, je crois le 1er mai, il dit ok, vous avez fêté, je vous donne l'argent, et il exige même que vous devez aller en boîte de nuit. Je leur dis, je fréquente pas les boîtes de nuit, mais il a exigé l'argent, c'est pour aller là-bas. Donc j'étais bien obligée de me dire ok, puisque vous avez décidé, c'est vous le chef, et les autres aussi étaient d'accord. Ils n'ont même pas essayé de dire on peut s'accorder entre nous, trouver un endroit où on va s'accorder, on va s'entendre en fait. Donc moi j'étais mise à part, et donc ils sont allés en boîte de nuit, ils sont amusés. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. L'autre chose, à un moment donné, on a voyagé pour l'anniversaire de notre collègue, et en cours de route, contre toute attente, j'avais oublié ma carte d'identité. Et donc, un policier interpelle dans la voiture et il commence à faire le contrôle. Et donc, j'étais avec une de mes collègues aussi, elle aussi avait oublié sa carte d'identité. On me demande de descendre. Je descends donc, et mes autres collègues me disent, attends, ne nous dis pas que tu vas rester ici en plein milieu de la nuit. Je dis, mais bien sûr, comme je reconnais que je n'ai pas ma carte d'identité, donc certainement il y aura une bande, on va me dire ce qu'il y a lieu de faire, et je vais faire, je sais pas. Mais je n'ai pas l'intention de corrompre qui que ce soit. On me dit, mais attends, tu es folle. Attends, ils ont commencé à me regarder comme une folle. J'ai dit, je suis très conscient, je vais attendre là, et si possible, je vais appeler. Je sais exactement où est posée ma carte d'identité. On va aller prendre ma carte d'identité et me la porter. C'était dépassé. Il se plaignait, il s'énervait contre moi. Tout le monde criait, mais je vais me montrer quoi et tout. J'ai dit, c'est ma décision. J'assume. J'ai été négligent. J'aurais dû marcher à ma carte d'identité. Donc pour le fait que tu n'as pas accepté de corrompre aussi. Exactement. Parce qu'il me demandait justement de corrompre, de trouver une solution avec le monsieur en question. J'ai dit non. Je vais assumer tout comme on m'avait fait. Est-ce de l'intégrité? Si, c'est ça, c'est de l'intégrité à outrance. J'aime entendre ceci, c'est la première fois que j'entends comme ça et en live, en voyant cela. C'est-à-dire que je loue cette intégrité-là, que Dieu lui donne de grandir encore davantage là-dedans. Est-ce que c'est comme ça que tous les hommes devraient faire, Junior? Pas tous les hommes, tous les chrétiens, parce que tous les hommes ne peuvent pas vivre dans l'intégrité. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 17, il dit que voici donc ce que je vous dis, ce que je vous recommande dans le Seigneur. Il dit dans le Seigneur. Il ne dit pas hors du Seigneur, il dit dans le Seigneur. Vous ne devrez plus marcher comme marchent les païens. Donc la façon dont les païens marchaient, on ne doit plus marcher ainsi. Dans Ephésiens chapitre 5, la Bible déclare que autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes enfants, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc c'est ce qu'elle en est de faire. Je rappelle, messieurs et dames, que vous pouvez aussi participer à l'émission par appel direct ou encore par SMS en envoyant au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Chimène Foucault, je reviens à toi. Avant la pause, hein, pendant le cheminement qui a précédé le côté professionnel de ta vie, hein, tu as rencontré une sœur catholique à l'école qui trichait. Pourtant, elle était sœur catholique. Avec la croix au cou. Avec la croix au cou. La tenue, maman, en réalité, là, elles sont la tenue des sœurs catholiques, oui, comme on le sait. Oui. Sainte sœur. Exactement. Et j'étais vraiment ébahie de voir ça. Et aussi, pendant le cycle BTS, tu as rencontré une autre sœur pentecôtiste qui, elle aussi, livrait à la fraude pour avoir son examen. Oui. Parce qu'elle en avait marre. Elle en avait marre. C'est une chose même déjà de tricher, mais de l'apprendre et venir encourager l'autre à te suivre. Là, c'est gravissime et pour une chrétienne. Donc, c'est ça qui m'avait vraiment scandalisé en fait. Donc, toute la salle, déjà, tout le monde trichait. Je me disais, ok, je voulais comprendre, ils ne sont pas chrétiens. Mais quand elle vient, pour moi, c'était trop quand même. Non seulement j'aimerais savoir si depuis un certain temps, depuis le CBTS, depuis son parcours, elle s'est encore rencontrée avec cette sœur-là. Effectivement, je l'ai rencontrée et justement l'année où elle a triché, elle a réussi même son BTS pendant que moi j'ai échoué encore. Oui. Avec les larmes aux yeux. Donc plus tard, quand j'ai réussi et quand j'avais rencontré une fois au marché, elle m'a dit qu'elle était maintenant à l'université catholique, quelque chose comme ça. Donc elle progresse, elle continue toujours à progresser. Oui, bon, maintenant je n'ai plus de ces nouvelles. Est-ce que vous rencontrez souvent des chrétiens qui se livrent à ce type d'actes? En fait, ils sont pleins, ils sont nombreux parce qu'en réalité, c'est l'effet des groupes et l'effet des masses, comme on a vu dans le cas du voyage où elle a oublié sa carte d'identité. Vous allez prendre 100 personnes, vous allez les mettre là, ils vont dire que si vous ne payez pas 500 francs, on va vous embarquer, on va vous perdre le temps pour rien, donc mieux on fait. Or, Satan
Satan fait toutes ces choses, c'est pour faire que vous soyez coupable. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas que vous ne pouvez pas vous en sortir de la situation. Si vous ne, en fait, regardez dans la Bible, regardez Genèse chapitre 39, l'histoire de Joseph dans son intégrité, étant dans un pays étranger, vendu par ses frères, il avait toutes les raisons pour vivre dans la fraude et vivre dans l'abondance. Il n'a pas fait comme ça là. Regardez exactement le cas de Daniel, également dans un pays étranger, dans la cour du roi, les païens ont dû dire qu'on ne trouve rien, parce que la Bible déclare dans Daniel chapitre 6, le verset 1 à 14 particulièrement, la Bible déclare que les gens ont vu effectivement que Daniel était intègre, il était le troisième du royaume. La Bible déclare que nous n'en trouverons rien en lui de coupable, à moins qu'on ne regarde dans la loi de son Dieu. Parce qu'il était intègre dans son service, intègre et droit dans tout ce qu'il faisait. Il était la 5 ans, on ne peut pas l'accuser de fraude, on peut pas l'accuser de malversation, mais on a dit c'est dans son propre Dieu qu'on va trouver de fraude. Alors, ils ont recommandé donc que la Bible déclare que tu ne te prosternes pas devant une autre divinité. Ils ont donc érigé dans une divinité et une prière, donné une sortie de sentence pour qu'on puisse faire une prière à Nebuchadnezzar, à Darius et pas à d'autres dieux. Et là, la Bible déclare qu'il a continué comme auparavant à prier Dieu. Donc tous les hommes qui sont intègres, tous ceux qui marchent dans la droiture, la Bible déclare que le juste, le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et quand bien même ce malin lui arrivera, c'est pour le pousser davantage dans son intégrité. Le malin lui arrive quand même. Ça peut lui arriver. Parce qu'il y en a qui disent qu'une fois qu'on est chrétien, on n'est plus censé. C'est des histoires. Nous avons vu, nous avons vu dans une émission ici, le chrétien peut être malin. Nous avons vu toutes ces choses-là. Que c'est justement le but pour lequel Dieu nous fait ces choses-là. C'est ici l'occasion, pour si vous me permettez, de rappeler que la fraude, c'est une tâche dont la sanctification est nécessaire. Par exemple, si vous lisez le livre de Marc au chapitre 7, les versets 20 à 23, où le Seigneur Jésus-Christ dit que désigne les choses qui souillent l'homme au verset 21 23. Il dit que ce qui sort de la bouche de l'homme et qui souille l'homme, c'est la fraude, le vol, l'adultère. Il dit toutes ces choses sont dans le cœur. Donc la fraude est dans le cœur. Quand quelqu'un commence à causer les fraudes, il a ça dans le cœur. La Bible dit que c'est ça qui souille l'homme. Donc nous avons besoin de la sanctification. C'est pour ça que les chrétiens ont besoin de cela aussi. Vous restez avec nos frères juniors et vous aussi, Chimène Foucault. Mesdames, messieurs, les 10 minutes qui vont suivre cet instant sont consacrées à la pub. A tout de suite. Maintenant, c'est la pause. On arrête tout. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, la deuxième partie de ce programme qui porte sur la face cachée ou encore réalité dans nos entreprises économiques et autonomes. Deuxième partie, la première partie était la semaine dernière avec Chimène Foucault qui est encore là ce soir pour donner le côté le plus consistant de tout son témoignage qui est l'expérience qu'elle a vécue au travers des entreprises. Elle qui est Chimène Foucault, tu me rappelles un petit peu, tu es étudiante ou tu es employée dans une société? Pas vraiment, je dirais pas que je suis vraiment employée, je dirais que je suis consultante. D'accord. Consultante, simplement. D'accord. Oui. Et j'ai eu une licence en audit et contrôle de gestion et j'envisage d'aller plus loin en fait. D'accord. Je rappelle, mesdames, messieurs, vous qui êtes à l'écoute, que vous pouvez participer à l'émission par appel direct ou encore SMS. Ton chef de regarde. SMS au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Mon nom est Billy Cola. Emmanuel Sim assure le côté technique de ce programme qui ira jusqu'à 21h50. Chimène, on va donc embrayer avec toi. On va aller illico presto parce que tu as beaucoup à dire sur la fraude. Oui, beaucoup à dire. Toujours pendant que j'étais au cabinet et que ma situation financière était vraiment très grave en fait. C'était difficile même déjà d'arriver au boulot. Je commençais à me demander comment je fais et en ce moment j'ai commencé à déposer des demandes d'emploi dans les entreprises. Et au même moment mon boss dit on a du boulot au Congo et il faudra 2 personnes pour aller là-bas auditer les comptes. Il y a beaucoup de fraude là-bas et donc il faudra 2 personnes. Et quand il dit 2 personnes, il y avait une seule personne qui avait le passeport. Et j'étais parmi les plus anciennes, donc je me dis s'il fallait 2 personnes, je devais être parmi les 2 personnes. Et donc je n'avais pas de passeport. Je me dis qu'est-ce que je fais? Ça va me donner une opportunité pour moi d'enrichir mon CV. Et je me suis dit ok, il faut que je fasse rapidement mon passeport. Et donc quand j'ai dit faire mon passeport, en principe c'est lui le boss qui devait le faire. Mais sauf que là-bas je travaillais, je n'avais pas de salaire. Parce qu'en même temps c'était un peu comme une sorte de formation pour moi. Et ça ne me dérangeait pas. Et donc ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à me renseigner comment faire pour avoir un passeport, combien ça coûte, ainsi de suite.
Et le véritable problème, c'est qu'il y avait un problème. Il y avait les délais qui me tenaient la gorge. Parce que je me souviens, c'était en fin juillet 2014 et il dit le 15 août, on devra aller au Congo. Maintenant, quand je me renseigne, je me rends compte que il faut 2 mois pour faire un passeport. Si on est à Douala, s'il faut que ça fasse 1 mois, il faut aller à Yaoundé. Donc, je me renseigne ainsi de suite. Je demande à un membre de ma famille qui avait l'habitude de voyager. Le membre de ma famille me dit, je te demande d'aller rencontrer telle dame. Me donne le numéro et j'appelle la dame. Elle me dit, pour que tu aies un passeport rapidement, pour que le passeport soit prêt en 3 semaines, en 1 mois, elle dit 60 000. En 1 semaine, elle dit 100 000. En 3 jours, elle dit 150 000. J'ai dit, ok. Donc, je vais me renseigner ailleurs. On me dit, oui, c'est que ça, le passeport express, c'est ça coûte toujours cher. J'ai dit, mais attendez un peu. J'ai lu mon code général des impôts et là-dedans, je n'ai vu nulle part écrit passeport express. Je sais que c'est 50 000 et puis il y a d'autres frais au-dessus, peut-être les timbres, change de choses, mais pas de là à me dire de si grosses sommes. Et ça dépend des jours. Je suis assez étonnée. C'est quelle histoire? Est-ce que ce n'est pas par hasard de la corruption quelque part? Je veux comprendre comment ça se passe. Je ne vais pas commencer à entrer dans quelque chose qui me tiendra la gorge après. Donc, ce que je fais, je me renseigne aussi. Il y avait mon voisin qui est lieutenant à la douane. Et lui, donc je lui demande, il me dit, bon, compte tenu des délais, ça sera un peu difficile pour toi, puisque ta petite soeur a déjà un passeport et vous vous ressemblez beaucoup. Tu peux me prendre le passeport de ta petite soeur. Je me dis, attends, c'est vrai que je veux voyager, c'est très important pour moi, mais je ne peux pas faire ça. Donc, je me renseigne de gauche à droite, les gens me disent la même chose, mais attends, tu me montres que tu es trop sérieux, tu vas manquer le voyage, autant de choses. Je me suis dit intérieurement, Seigneur, si tu veux que je voyage, tu vas me permettre de voyager. Donc, ce que j'ai fait, simplement, je me suis rapprochée de ma mère qui m'a donné de l'argent, et donc, le minimum possible pour faire mon passeport normalement, donc c'est pas une histoire qu'il fallait aller donner 150 000 à qui que ce soit, et en plus ça va mettre un faux passeport. Je voulais pas me retrouver dans ce genre d'histoire. Ce que je fais donc, c'est que je vais à Yaoundé, et le jour où j'arrive à Yaoundé, je me rends compte, je vais d'abord à la délégation de la sécurité nationale, la direction de la sécurité nationale, je me renseigne quelle est la procédure à suivre. Il me dit ce qu'il y a lieu de faire. Je vais directement à la mairie pour légaliser, je crois que c'était l'acte de naissance, quelque chose comme ça. Et au moment où j'arrive, enfin généralement ce qui se passe à la mairie quand tu veux légaliser un document, il y a des gens qui viennent déposer le document le matin, ils viennent dans l'après-midi récupérer. Donc au moment où j'arrive, les gens sont déjà en train de récupérer, donc j'étais carrément en retard. Je vais dire par la grâce de Dieu, le monsieur qui s'occupait de remettre les documents me dit, mais attends, tu viens faire quoi? Il est quelle heure? Je dis, je suis vraiment désolée, je suis venu légaliser ce document. Il me dit, ok, donc c'est pas grave. Je pensais qu'il allait me demander de l'argent, il n'a même pas fait 5 minutes, il est allé, il a légalisé, il est venu me remettre. J'ai seulement dit merci. J'ai eu envie de lui donner peut-être de l'argent, mais je me suis dit non, peut-être que je vais peut-être l'encourager à faire quelque chose. Il dit non. Au moins il va comprendre qu'il fait seulement son travail, il attend son salaire. Après, donc, je suis allée au commissariat, je crois que c'était la carte d'identité, maintenant la photocopie. Là aussi, je n'ai même pas perdu le temps là-bas. On l'a fait, on m'a pas demandé de l'argent. Je suis revenue maintenant à la délégation, à la sécurité nationale. J'ai rempli tout le formulaire, tout ce qu'il fallait, photos et tout et tout. Maintenant, quand j'arrive à la caisse pour payer les 50 000, parce qu'il y a là-bas des timbres à payer avant et tout. Maintenant, il y a 50 000 même qu'il faut payer à la caisse. Quand je donne les 50 000, la caissière me dit, il y a un billet de 10 000 qui est faux, qui n'est pas bon, elle ne veut pas de ce billet. Et là, il me restait simplement mon argent de transport pour rentrer chez moi. Je me dis, mais comment je fais? 10 000, comment vous dites que mon billet n'est pas bon? Je ne comprenais pas. J'ai commencé à demander à gauche, j'ai dit, s'il vous plaît, regardez mon billet, vous pouvez changer. On me dit, non, non, ton billet n'est pas bon. Tout le monde refusait le billet. Là, je vais encore dire, par la grâce de Dieu, je rencontre un inconnu qui me demande, quel est ce billet que tout le monde refuse? Je peux voir, je lui montre le billet. Il me demande pas comment je m'appelle, il prend le billet, il met dans la poche, il ouvre son portefeuille, il dit 10 000, il me donne. Et donc là, je me dis, mince, merci Dieu, je paye les 50 000. Maintenant, l'autre problème qui se pose, c'est que, comme je disais, il y avait un problème de délai pour le passeport. La dame me dit, vous allez revenir dans 3 semaines. Je dis, mais 3 semaines, c'est beaucoup. Est-ce que c'est pas possible que le passeport puisse être prêt dans 2 semaines par là? 3 semaines, c'est trop. On va partir me laisser. On me dit, mais attendez, vous faisiez quoi depuis? Ce n'est pas possible. Je dis, mais c'est là donc que j'en profite pour demander, mais est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on fait des passeports express pour que je me réalise vraiment ce qui se passe? Elle me dit, mais attends, tu rêves, il n'y a pas un endroit. Passeport express, ça n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est. C'est là donc que je confirme qu'en fait, passeport express, c'est l'argent qu'on met peut-être dans la poche. Donc c'est l'argent qui est express, c'est pas le passeport qui est express. Non, justement. Donc apparemment, ça rentre dans les poches des gens. C'est là que j'ai eu vent de cela. Et donc,
quand elle me dit 3 semaines, je ne veux pas m'arrêter là parce qu'il fallait absolument que je trouve un moyen d'avoir un passeport légalement à temps. Maintenant, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est que je peux aller voir le délégué de la sécurité nationale, M. Mbagagele lui-même, et je lui explique ma situation qu'en réalité je vais là-bas pour le travail. Et je me suis dit, puisqu'on va souvent à Eneo pour payer les factures, parfois quand tu arrives, tu es une personne âgée, on te laisse passer, même si tu es arrivé la dernière. Et donc je me suis dit, peut-être si je lui explique l'urgence, il pourra donc déclasser en fait tout ce qui était là avant moi et me mettre devant légalement sans avoir rien fait. Donc c'était ça mon idée. Donc quand je vais donc, je me renseigne où est son bureau, on m'indique, je vais là-bas, je demande, oui, donc je demande, il y avait 2 personnes à la réception, je leur demande s'il vous plaît, est-ce que je peux rencontrer les gars? On me dit, c'est au sujet de quoi? Je leur explique, on me dit de toutes les façons madame, ce sera dans 10 jours. Il s'est déplacé. Je dis mince, comment je fais? Je lui ai dit, ok, c'est pas grave, je vais quand même écrire. Et je lui ai dit, on me dit, même si tu écris, pour qu'il lise, ça va prendre du temps. Je lui ai dit, mais vraiment, est-ce que on peut pas trouver une solution pour m'aider? On me dit, il faut attendre 3 semaines. 3 semaines, c'est beaucoup. On me dit, mais c'est 3 semaines, on peut pas faire autrement, c'est 3 semaines pour avoir un passeport. Je lui ai dit, ok. Et donc, tellement j'étais désespérée, je crois que je ne sais pas ce qu'il les a pris. Il y a l'un d'eux qui m'appelle, qui me dit, viens, donne-moi ton récépissé. Et donc je donne le récépissé. Il me dit, on va faire la photocopie, on va te donner. Ils écrivent le nom et le numéro de téléphone. Il dit, bon, va, rentre à Douala, on va faire ce qu'on peut faire. J'étais en même temps, j'étais un peu effrayée, je me disais, mais peut-être qu'ils vont faire le passeport, après ils vont me donner l'argent. De toutes les façons, s'ils me demandent l'argent, après je ne donne rien. Faut pas dire que c'est Dieu qui a fait mon passeport, donc si on me demande l'argent, je ne donne pas. Je pars quand même, je rentre à Douala, et je dis donc ce qui s'est passé. Ça fait exactement, j'étais partie un lundi et dans le lundi, donc 1 semaine après exactement, pendant que j'étais dans le taxi, je rentrais, on m'appelle, est-ce que c'est bien madame Foucault? Quand ma chimène, je dis oui, on dit votre passeport est prêt. J'étais tellement étonnée parce que je me souviens qu'on m'avait demandé 100 000 pour faire le passeport en 1 semaine. Or là, j'ai rempli les formalités et on me dit mon passeport est prêt en 1 semaine. Et j'étais encore dans les délais pour le voyage. Donc j'étais déjà tellement étonnée. En même temps, j'avais encore un petit soupçon, je me disais, la fête là, c'est quand même trop beau pour être vrai. Les gens là vont me demander l'argent là-bas, mais même s'ils me demandent, je ne leur donne pas. J'avais quand même une bouteille de vin dans ma chambre, je me dis, s'ils me demandent pas l'argent, vraiment, pour leur dire merci, je vais leur donner ça. Mais s'ils me demandent l'argent, je rentre même mon vin et je les laisse même mon passeport. J'arrive dans là-bas. On me dit déjà à l'avance que même pour récupérer le passeport, il y a généralement un long rang. Tu vas souffrir pour récupérer. Par la grâce de Dieu, je n'ai même pas eu à suivre ce rang. Je me suis seulement rendu dans le bureau dans lequel j'étais. Et les mêmes messieurs m'ont accueilli. Et mon passeport était dans une armoire simplement posée comme ça. Ils ont juste pris et me remettre. Donc, je n'ai pas eu besoin de m'aligner. Et ils me disent simplement, regarde ton passeport si c'est bien écrit. Ton nom et tout, et tout, et tout, et tout. Je dis oui, c'est bien écrit. Il continue à faire le travail, il ne me demande rien. C'est plutôt moi qui reste à les observer, il ne me demande rien. Je me dis mince. C'est là donc que je leur dis merci, je leur donne la bouteille de vin. Et même ça, il ne pose pas de questions, il dépose. Donc, je rentre et pendant que le monsieur m'accompagne en bas, j'étais tellement étonnée, je lui demande mais pourquoi vous avez fait ça pour moi? Il me dit en fait parce que je trouvais que tu es jeune et pourquoi ne pas t'aider? Et donc en plus de ça même, ils ont mis à ma disposition un véhicule immatriculé SN. Et ce jour, le président de la République devait voyager pour aller en France. Et quand il voyage, il y a beaucoup d'embouteillages. Et donc ce véhicule devait me permettre de ne pas trop traîner parce que je lui ai expliqué que je vais voyager bientôt. Et donc il voulait m'aider comme ça. Je n'ai même pas demandé. Donc ils m'ont mis le véhicule à disposition. Et rapidement, je suis partie, j'ai pris le bus, je suis arrivée à Douala. Quand j'arrive maintenant à Douala, mon boss maintenant me dit, ok, il faut aller faire les vaccins. Et quand tu vas aller faire les vaccins, il faut demander qu'on antidate. Tu dis, mais là, tu as eu le passeport sans négocier. Sans négocier. Parce que... Oui. Et Frère Billy, j'aimerais lire un verset dans le Proverbe chapitre 16. Le verset de la Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ah d'accord. C'est tout ce que je voulais lire. Ah d'accord. Oui. Donc pour le fait qu'elle a voulu rester intègre, elle arrange même les gens qui sont les frauduleux souvent de se soumettre. Toute la démarche était fluide, sans aucune fraude. Oui. Et le sentiment que j'ai, c'est que même ces gens qui m'ont aidé, j'ai le sentiment qu'ils ont l'habitude de faire partie de ceux qui font les visas express, qui reçoivent l'argent, mais seulement parce qu'ils m'ont regardé ce jour, dans mes yeux, dans mon regard, ils ont senti que je n'ai même pas l'intention de donner 1 franc pour les corrompre, simplement. Ah, d'accord. Donc, je me dis, peut-être c'est ça, ou
le Seigneur a touché leur cœur, je sais pas trop. Donc ensuite, quand j'arrive là-bas, le boss me dit, tu vas aller faire les vaccins et tu demandes qu'on antidate. Je me dis, mais antidater veut dire quoi? Je me renseigne maintenant à ceux qui ont l'habitude de voyager. On me dit, en fait, quand on dit antidater, ça veut dire, quand tu te vaccines aujourd'hui, tu dois mettre peut-être une date antérieure, peut-être 1 mois avant ou 2 mois avant. Parce que si tu te vaccines, tu mets la date d'aujourd'hui, puisque tu voyages bientôt, on va t'embêter à l'aéroport. Je me dis, de toutes les façons, j'ai dit que Seigneur, si tu veux que je parte, je vais partir. Donc je vais au centre, je crois que c'était à Boulogne, je me souviens plus exactement, où j'ai fait les vaccins et à la fin, on me dit, on met quelle date? Je dis, mais mettez la date d'aujourd'hui. Comment on posait la question? On me regarde, on dit, mais attends, vous êtes sûr? Je dis, oui, mettez la date d'aujourd'hui. Il aussi met la date et puis il me laisse partir. Et donc, c'est plus tard que je me rends compte, enfin, on y reviendra. Donc là, quand je faisais le passeport, c'était pour aller seulement faire un audit, peut-être pour 2 semaines. Oui. Donc c'est après que mon boss me dit, est-ce que tu penses que tu peux travailler au Congo, donc vivre au Congo? Donc ça devait être une mission. Ah d'accord. Je dis, oui, pourquoi pas, mais il faut que je demande quand même à mon fiancé. Il dit, ok. Je lui demande, il me dit, bon, ce genre de travail, il y a 6 mois d'essai, on ne sait jamais, va quand même, tu vois à quoi ça peut ressembler, et puis on verra ce qu'on pourra faire. Je me dis, ok, et je dis que financièrement c'était difficile. Et donc, je passe l'entretien. En fait, l'entreprise qui avait besoin d'un comptable au Congo, c'était l'un de nos clients en cabinet. Ah, donc, comme on disait qu'il y avait beaucoup de corruption là-bas, beaucoup de fraude, il fallait donc un comptable qui allait mettre de l'ordre. Voilà. Donc, c'est donc comme ça que je passe l'entretien et tout se passe bien. Et ils ont même acheté le billet d'avion, tout, il fallait que je voyage. Et pendant que je devais voyager, il y avait aussi un collègue qui devait voyager. Il était prévu qu'il parte depuis, mais pour une raison ou une autre, il était encore là, il traînait. Donc, ce qui se passe donc, quand je rentre, après avoir pris mon carnet et que je viens voir mon boss, il me dit, mais attends, comment tu n'as pas changé la date? Je t'ai demandé de changer la date, pourquoi tu ne l'as pas fait? J'ai dit pour rien. C'est le boss qui le dit? Oui, c'est le boss qui me demande. Tellement inquiet. J'ai voulu mettre la date. La fraude, c'est tout naturel pour lui. Et il va aller comme ça résoudre le problème de fraude dans un autre pays. Voilà. Donc, est-ce qu'il appelle le mal bien, le bien mal? Absolument. Ah d'accord. C'est naturel, c'est dans le sang, il le dit sans état d'âme. Ah d'accord. Il n'y a pas que lui, tous mes collègues, même de toute façon, ils étaient scannés. Ils disent, mais attends, tu souffres comme ça, là, tu as une opportunité, tu fais les trucs. Quand vous allez faire les tâches, on va vous demander que vous allez créer votre ciel, vous pensez que vous êtes Jésus, ou bien vous pensez que vous êtes plus chrétien. Et même les chrétiens vont t'indexer là-dedans. Est-ce que la Bible en parle, frère Junior? Absolument, à plusieurs endroits. La Bible déclare que quand vous ne marchez plus comme il marchait avant, il trouve des moments pour te calomnier. Dans 1 Pierre au chapitre 2, c'est ce que la Bible déclare. Ah d'accord, allez-y. Donc voilà, ce qui se passe donc, c'est que après que le boss soit scandalisé, il me dit, bon, de toute façon, il n'y a pas de problème. J'ai dit que tu vas partir, même si on te dérange à l'aéroport, je vais tenir ta main. Quand il dit tenir la main, ça veut dire que s'il faut débourser l'argent, il va me débourser pour que je parte. Il dit que c'est pas un problème, on va partir. Donc, après avoir rempli toutes les formalités, le billet d'avion, tout, il fallait maintenant voyager. Avant de voyager, il fallait que j'aille à l'entreprise prendre l'argent des timbres. C'est l'entreprise occupée de ça, l'argent des timbres, et je vais prendre mon contrat d'engagement à l'essai. Et donc, étant là-bas, il me donne, en plus de l'argent des timbres, il me donne encore 5 000, que c'est pour les vaccins. Je lui dis, mais attendez, comment ça les vaccins? Il me dit, mais tu es antidaté, non, tout le monde antidate. Je lui dis, mais attendez, moi je n'ai pas antidaté. Donc en fait, c'est là que j'ai compris que ils avaient l'habitude de faire voyager les gens et généralement c'est toujours avec les délais à la gorge, qui les tenaient à la gorge et on avait l'habitude d'antidater, de telle sorte c'est devenu normal dans l'entreprise. Donc il y avait un compte et quand carrément. Maintenant on voyage avec le délai, on veut toujours antidater. Exactement. Par réflexe. Voilà, par réflexe. Donc là, ils avaient prévu les 5 000. Je lui ai dit non, je n'ai pas besoin de 5 000, je n'ai pas eu besoin d'antidater. Ils étaient étonnés, ils me regardent comme ça. Je me dis, mais attends, tu vas voyager, il y a juste quelques jours, tu t'es vacciné, tu vas t'en sortir là-bas à l'aéroport, on va te déranger. Si c'est Dieu qui a voulu, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on arrive à l'aéroport, on remplit toutes les formalités et je suis tout étonnée, je passe, j'ai pas de problème, les vaccins. C'est plutôt quand on arrive au Congo. Il y a une fiche qu'il faut remplir pour donner les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé, pourquoi vous êtes là. Il y a tout un ensemble d'informations qu'on veut savoir sur vous. Donc pendant que je remplissais ça, il y avait un document que l'entreprise nous avait remis. Donc en plus de mon contrat d'engagement à l'essai, il y avait un document qui mentionnait plutôt que moi je vais au Congo pour une mission d'1 mois. Et donc c'est ce qu'ils nous avaient demandé de faire là-bas.
que si on nous embête, il faut montrer le document. Mais quand je regarde le document, je regarde mon contrat, j'ai dit, mais attendez, moi je vais pour un travail, 3 mois renouvelable une fois, et l'autre document dit que je vais pour une mission en mois. Là, il y a un mensonge. Et donc, c'est comme ça que je remplis, je précise que je suis là pour un travail, engagement, l'essai, 3 mois renouvelables une fois, donc il faut en 6 mois. Et mon collègue avec qui je voyageais, il me voit en train de remplir ça, il a commencé à crier. Il me dit, mais tu es conscient de ce que tu es en train de faire là? Tu vas rentrer au Cameroun, on est déjà au Congo, tu fais quoi comme ça? Il dit, s'il faut que je rentre, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui a voulu. Il est dépassé. Donc lui, il passe d'abord quand on fait le contrôle, il est de l'autre côté, il attend de voir le miracle. Et donc je passe, je dépose tous mes documents à ma maman. On vérifie, on me regarde, et après ils ne disent rien, on me demande de passer. Lui, il était assez étonné, il dit, mais attends, comment ça s'explique? De l'autre côté, maintenant, il y a l'autre personne avec qui on voyageait, l'autre auditeur, qui avait même l'habitude de voyager pour aller faire le contrôle. C'est lui qu'on interpelle. On lui dit, les vaccins, il y a un vaccin qui manque. Et il a dû donner 10 000 francs là-bas. Donc moi, pratiquement, j'ai pas eu de problème. Tous ceux qui disaient, oh, on va t'embêter à l'aéroport, personne ne m'a embêté. Je suis passé là simplement. C'est lui, l'autre garçon, qui a dû donner 10 000 francs. Maintenant, on arrive en entreprise. En entreprise, ce qui se passe, c'est que, puisqu'il y avait eu beaucoup de désordre, de fraude en entreprise, il fallait restructurer. Maintenant, je n'avais pas encore un poste précis que je vais occuper. Le boss dans lequel on a voyagé, il est arrivé d'abord, on a fait un audit. On a quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, on va... Voilà, donc je disais, quand on arrive à l'entreprise, puisque je n'avais pas encore un poste fixe, il fallait que je fasse un peu de tout. Donc je touchais à tout. Et pendant que je touchais à tout, mon boss s'est rendu compte que j'étais plus apte au poste de trésorière, puisque je maîtrisais très bien les banques et tout ça. Et puisque lui, le boss, était, on va dire quoi, l'expert comptable, donc celui que l'entreprise doit consulter, donc c'est lui qui a jamais le dernier mot. Donc on doit le consulter pour prendre les décisions. Et à la fin, avant de partir, il a donc proposé à l'entreprise que moi, je devais occuper le poste de trésorière. Donc voilà ce qu'il dit. Et tout le monde, même dans ma façon de travailler, était d'accord, c'est le poste qui devait correspondre avec mes qualités. Donc il part. Quand il part, quand on va maintenant m'expliquer réellement ce que je dois faire à cette trésorerie, donc la personne qui était là avant moi, ce que la personne faisait, quand on m'explique réellement ce que je dois faire, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fraude. Il y a des falsifications de factures qu'il faut faire, il y a un tas de choses. J'ai commencé à me dire, mon Dieu, je viens d'arriver au Congo, ça fait 3 semaines. Et voilà le poste qu'on me donne et ce que je suis censée faire. Je suis rentrée, j'étais très embêtée. Je n'ai pas pu tenir. J'ai dit à mes collègues, vraiment, vous savez quoi, le poste là, je ne pourrais pas tenir là-bas. Je vais leur dire que dans je ne ton peux pas. poste, tu étais censé participer aux fraudes. Oui, oui. Mais pourtant, Puisque c'était une mais pourtant, la mission, c'était de faire l'assainissement. Bien sûr, en fait, l'entreprise, déjà, au début, je dis bien, je partais comme auditrice, donc on devait juste mettre de l'ordre dans l'entreprise. Oui. Pour une mission et rentrer. Mais d'accord. après, je suis partie là-bas comme employée. Donc le boss, lui, qui est venu pour éditer, il a fait son travail et il a essayé de mettre de l'ordre. Mais quand on dit ordre là, c'est entre guillemets. Ils ont leur ordre à faire. Ah, d'accord. Donc c'est plus tard que je me rends compte. Ils ont leurs objectifs à atteindre. Donc c'est quand on me donne réellement le poste que je me rends compte de ce qui m'attend. Je écarquille les yeux, je dis à mes collègues, vous savez quoi, sincèrement, je ne vois pas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est-ce que quoi ça ça se passait, à quoi ça consistait réellement? En fait, je vais prendre un exemple Avant tout, banal. permettez-moi de rappeler les contacts. Mesdames, messieurs, envoyez vos messages ou à quoi appel direct au travers du 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h50 minutes pour ce programme. Monsieur, vas-y. Je prends un exemple banal, c'est une société d'importation Ah, de d'accord. produits agroalimentaires. Et pour importer un produit, quand tu achètes la marchandise là-bas, pour éviter de payer de forts impôts à la douane, il faut justement donner l'impression que le montant là est différent. Ah, Donc, d'accord. autant de choses. Ah, d'accord. Ça, c'est juste un Il faut exemple. baisser le montant. Exactement, il pour faut que baisser. oui, pour que Juste la en perception fonction se de la baisse. marchandise, le type de marchandise, la quantité, qu'il faut payer un certain type d'impôt. Donc ça, c'est un exemple juste simplement. Donc, il faut déjà modifier les factures. Donc, les factures, ils avaient je sais pas, un logiciel et dans ce logiciel, il y avait des factures justement qui arrivaient et une gestion qu'on faisait à l'étranger. Il y avait déjà une entreprise fictive à l'étranger qu'ils avaient créée. C'est assez complexe, je vous assure. Je sais pas si Donc c'est de la fraude transfrontalière, ça. Oui, en réalité, en grosso modo. Donc, pour passer là-dessus, je dirais que quand je dis dans mes collègues que je vais partir,
On me dit, mais tu es folle. Les gens souffrent pour arriver là où tu es là et tu dis que tu vas partir après 3 semaines. Il dit, il n'y a pas de problème. Puisque le PDG n'était pas là, je vais voir celui qui le remplace en quelque sorte. Je lui dis, monsieur, sincèrement, le poste que vous me donnez là, je ne suis pas à l'aise là-bas pour telle raison. Il me regarde. Mais avant, on t'avait jamais dit que tu devais avoir affaire à ce type de choses. Non, on m'avait pas dit ça. Donc, il me regarde et après il dit, ok, c'est pas lui qui décide, il va en parler avec le PDG. Je rentre, donc j'attends. Je crois quelques jours après, le PDG est arrivé. Il allait discuter avec le PDG. Et donc quand je vais le voir, je lui demande qu'est-ce que le PDG a dit. Mes collègues j'avais dit qu'avant d'aller me le voir, prépare tes sacs. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Ce n'est pas ici là que tu vas venir changer. Et je prépare tes sacs, on va te renvoyer au Cameroun. Il y a une longue liste d'attente là-bas comme ça. Donc c'est pas parce que tu ne veux pas faire. Il y a des gens qui sont là, ils attendent. Je suis assez tranquille. J'ai dit, si Dieu veut, je vais rester. Et donc, quand je vais voir le monsieur en question, il me dit, en fait, le PDG dit que ce n'est même pas toi qui voulais occuper le poste. Il y a quelqu'un d'autre qui va occuper le poste. J'étais assez étonnée parce que c'est l'expert de l'entreprise qui m'a recommandé. Et en général, quand mon boss l'a donné, disait quelque chose, ils appliquaient en fermant les yeux. Donc moi, j'étais assez étonnée que cette fois-là particulièrement, il a dit non, c'est même pas moi qui voulais à ce poste. Simplement comme ça, il y a quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit Dieu merci. Je suis donc allée et puisque j'ai fait une proposition, comme on voit plutôt à la comptabilité de Dolizy et Kayi. Donc il y avait un poste là-bas. Ah d'accord. Oui. Ils ont dit ok, tu peux aller là-bas, tu peux occuper l'autre poste. Donc, visiblement, quand je regardais le poste, je pensais que là-bas je vais être plus stable. Là-bas il n'y a pas ça. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le poste. Quand je vais là-bas, je commence pour un début, il n'y a pas de souci. Je suis bien, un mois passe, 2 mois passe, il n'y a pas de problème. Les choses se passent bien. Et pendant que je travaille là-bas à Pointe-Noire, mes collègues déjà, je me rends compte que ils n'ont pas beaucoup de boulot. Et pendant qu'ils n'ont pas beaucoup de boulot, ils sont sur Facebook et tout. Pendant qu'une autre personne est en train de mourir de travail, je leur dis, mais attendez, nous sommes entre collègues. On est censé aider l'autre. Au lieu de gaspiller le temps à aller sur Facebook et tout ça là. On est censé faire à la pause. C'est une façon de tricher en même temps. On nous paye pour un travail alors qu'on est pas en train de travailler. Je leur dis, lisez un document qui va aider l'entreprise et tout. J'étais devenue comme l'ennemi de l'entreprise. On me dit, mais je dis, ok, je vous ai simplement dit ce que je pense. Quelques temps après, on me dit, il y a maintenant encore une fraude, puisqu'il y avait plusieurs agences dans ce pays au Congo. On dit, il y a encore d'autres fraudes à Dolizy et Kayi. Et donc, il faut quelqu'un vraiment d'assez honnête qui va aller là-bas. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un qui est aussi malhonnête là-bas. Maintenant, la seule personne honnête à ce moment-là, qu'ils avaient sous les yeux, et que j'avais prouvé d'une certaine façon que j'étais prête à perdre mon emploi, qu'on me renvoie au Cameroun, c'était moi. Malheureusement, j'étais une femme, on va dire. Parce que pour aller dans cette vie qui a reculé, c'est un peu vraiment... dans la pause, on va dire, ils ont reculé, c'est les hommes qui doivent aller là-bas, c'est difficile à vivre là-bas. Du coup, quand mes collègues apprennent que c'est moi qu'on va envoyer là-bas, les gens commencent à crier que Chimène, si j'étais à ta place, là, je démissionne. Je dis, mais attends, tant que c'est pour travailler, quelles que soient les conditions, je vais travailler. Si on ne me demande pas de faire quelque chose qui est faux, il faut pacifier, il n'y a pas de problème. Je sais que mon Dieu va m'aider. Ils étaient seulement dépassés. Ils disent, Chimène, tu vas tenir. J'ai dit, je vais tenir si Dieu le veut. Et ok, on m'envoie dans là-bas, il n'y a pas de souci. J'arrive, je commence à travailler, j'essaie de mettre les choses en ordre et tout. Sauf que, à partir de quel mois, je crois en décembre, les choses commencent à mal tourner. Le siège à Pointe-Noire, commence à me demander, il y aura des contrôles à faire, il faut que tu fasses des faux bulletins de paye. Déjà, il ne donnait pas les bulletins de paye. Donc maintenant, puisqu'il y avait un contrôle, voilà. Donc maintenant, il devait avoir un contrôle, il fallait maintenant faire de faux bulletins de paye. Maintenant, ça veut dire que si on te paye 300 000 francs par exemple, il faut mettre peut-être 150 000 francs par exemple. Et pour les étrangers, surtout qui payaient mal les Congolais, donc maintenant il fallait plutôt investir le salaire des Congolais, augmenter leur salaire, un peu ce genre de choses. Donc globalement, il fallait faire de faux bulletins. J'avais dit honnêtement, je ne peux pas faire. Et là, vous avez répondu cela au chef que vous avez suivi. Oui. J'avais dit que honnêtement, je ne peux pas faire de faux bulletins de paye. Après ça, ils m'ont demandé, je me souviens plus, mais tu as dit qu'il y a des choses au fur et à mesure qu'ils me demandaient de faire. Fais ceci, fais ça. Je commençais à être réticente. Là, ça commençait à chauffer. Et comme ça ne suffit pas, je défendais encore les employés. Parce qu'il y a un employé, par exemple, je trouvais, qui était vraiment mal payé. Et je leur disais, ok, est-ce que c'est pas possible de voir la situation de ce monsieur? Parce que quelqu'un qui est gardien, s'il est mal payé, le lendemain, s'il y a un vol,
il est capable d'organiser lui le vol. Donc il faut essayer de le mettre à l'abri. Je demandais, je plaidais pour lui en fait. Là, tous les problèmes sont venus sur ma tête. Donc c'est un peu ce que je faisais là-bas. On me dit, occupe-toi de ce qui te regarde. Tu es censé défendre On n'a pas dit l'entreprise. que vous êtes Mère Teresa. Ah, je sais pas ce qu'on m'a dit là-bas. Comment est-ce qu'on appelle ce type de fonctionnement, d'agissement? En fait, c'est avoir le cœur de Dieu, c'est cela. C'est parce qu'en réalité, il s'agit de l'injustice claire dans la nature. Et tous ceux qui ont le cœur de Seigneur Jésus-Christ souhaiteraient mettre la justice dans la vie sociale. Ah, d'accord. Non, je parle et aussi pour ceux-là qui emploient des gens et ne leur donnent pas un salaire. Je vous ai dit que le capitalisme, le monde fonctionne dans le capitalisme à outrance. Quand c'est le capitalisme à outrance, ça suppose qu'ils peuvent prendre des choses vraiment monstrueuses pour vous vendre en vous disant que c'est du friandise. Ah, d'accord. Pourvu que vous donnez de l'argent et qu'ils aient de l'argent à leur poche. Ah, d'accord. Donc autrement dit, c'est tout pour eux et rien pour les autres. Chimène, vas-y. Voilà. Donc après que j'ai commencé à défendre les employés un peu comme ça, le PDG lui-même a commencé à m'écrire. Il me dit, je ne suis pas censé m'occuper des autres, je suis censé défendre les intérêts de l'entreprise et non des employés. Ah, donc c'est un peu ce ton qu'il utilisait avec moi. Un peu comme si les employés ne faisaient pas partie de l'entreprise. Quelque chose comme ça. Enfin, pour dire ses intérêts à lui, je dois m'occuper des autres. Je suis restée tranquille. Et donc là, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer. Il me restait, je crois, 2 mois. Et comme ça ne suit pas à ce moment, puisque j'avais déjà mon fiancé que je fréquentais, on avait mis l'an ensemble. Et je me disais, quand est-ce qu'on va se marier? C'est dans ce moment qu'il me dit vraiment, l'argent qu'on attend depuis, je ne sais pas si on attendra 1 million, le peu qu'on aura à faire, on va faire le mariage. Donc si tu peux rentrer au Cameroun après tes 6 mois, tu rentres. Et donc là pour moi c'était comme une confirmation. Et c'était fini avec l'entreprise. Justement, j'ai dit ok, avec déjà tous les années que j'ai ici, je m'apprêtais déjà arrêter après les 6 mois. Donc quand mon fiancé me dit ça, j'ai dit ok. Donc là pour moi c'est la confirmation qu'il faut que je rentre. Oui, et donc, quand votre 6 mois termine, parce que c'était renouvelable, c'était renouvelable, on ne vous a pas proposé de renouveler? En fait après 6 mois maintenant on te confirme simplement, okay, on te confirme. À ton poste, pour que tu restes de façon régulière là-bas. Exactement. Oui, mais ils n'ont pas proposé cela. Voilà, ce qui se passe donc c'est que quand je les informe bien avant, parce que mon poste était assez délicat, je faisais plusieurs, je n'étais pas seulement comptable là-bas. Je vais commencer à les prévenir bien avant qu'il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui va prendre ma place. C'est vrai que l'essai c'est quoi? Tu peux me partir, je ne l'ai dit même pas, mais c'est parce que j'ai une bonne conscience, je lui ai dit non vraiment, je ne vais pas laisser l'entreprise comme ça, il faut qu'ils trouvent quelqu'un. Donc quand j'ai envoyé déjà enfin, je leur ai dit que je vais partir après 6 mois, immédiatement on a prévenu le PDG qui m'appelle. Apparemment j'étais l'un des meilleurs éléments pour lui. Et du coup quand il a appris ça, c'était comme un choc pour lui. Et du coup il m'appelle personnellement sur mon téléphone. Il me dit il souhaiterait m'envoyer plutôt au Congo Kinshasa, parce que là où j'étais c'était au Congo Brazza. Il souhaiterait m'envoyer plutôt au Congo Kinshasa. En fait il se disait que c'était les difficultés que je rencontrais là-bas, c'est difficile à vivre là-bas, que je voulais fuir. Il ne comprenait pas que c'est le système de leur fonctionnement. Il ne comprenait pas. Je lui ai dit non. Je n'ai pas de problème ici, je veux juste rentrer au Cameroun. Je ne peux plus continuer ici, et surtout que je rentre aussi, c'est surtout pour me marier aussi. Là, il me dit, en fait, même si c'est le cas, dis même à ton mari qu'il peut même venir travailler ici. On peut même vous mettre ici, vous marier ici. Oui, vous trouvez juste parce qu'il ne voulait pas que je parte. Et donc, je lui ai dit non, c'est pas possible. Il a quand même une petite structure là-bas, il ne peut pas venir ici. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'il me dit donc, c'est que quand tu vas arriver au Cameroun, la première chose que tu fais, c'est que tu m'envoies ton numéro de téléphone. Donc, tu me fais un message. Là, parce qu'il me dit, c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, ce genre de personnes, tu les appelles, ils ne décrochent pas. Parce que certainement, peut-être qu'il a des choses à se reprocher, je ne sais pas. Donc, il préfère que tu envoies le message, tu lui dis qui tu es. Et puis maintenant, il te rappelle. Au moins, il sait à qui il a fait. Voilà comment ça s'est passé avec lui. Donc, avant même que je ne rentre au Cameroun, quand je vais prendre mes frais, tout ce qu'on me doit là-bas, on me dit, est-ce que tu sais que tu en es l'égalité? Tu as fait 6 mois au Congo et après 3 mois en principe tu es censé avoir une carte de séjour. Tu n'as pas de carte de séjour, donc là où tu as les problèmes, tu vas arriver à l'aéroport, on va t'embêter là-bas. Une autre personne qui a démissionné avant toi, qui est arrivée à l'aéroport, on lui a demandé 10 000. J'ai dit de toutes les façons, je ne savais pas et je n'ai pas l'intention de donner 10 000 francs à qui que ce soit. Si on me fait n'importe quoi là-bas à l'aéroport, il n'y a pas de souci, j'assume. J'arrive donc à l'aéroport. Je commence moi-même, avant qu'il me demande, je lui ai dit que en fait, je n'ai que la carte de recensement, je n'ai pas la carte de séjour. Moi-même, je pars me livrer. Il me regarde comme ça. Ils me disent, pardon, passe. On ne m'a pas demandé 10 000. Donc voilà comment je passe. Ah, d'accord. Je rentre, donc je suis arrivée au Cameroun sans problème. Et j'ai fait ce que le PDG m'a demandé de faire. Je lui ai envoyé un message et puis il m'a rappelé. Il me dit, il souhaitera me rencontrer. C'était un dimanche. Il souhaitera me rencontrer à son bureau. Non mais attends, il était au Cameroun. Oui, il était au Cameroun, puisque le siège c'est au Cameroun. C'est un groupe international. Ils sont basés au Cameroun.
Je vais donc le rencontrer à son bureau. Il me dit, il a remarqué que il y a beaucoup de choses qui l'énervent, surtout quand j'essaie de défendre les employés et tout. Mais en fait, j'ai un bon fond. Il veut travailler avec quelqu'un comme moi. Voilà. Qui ne veut pas que je parte. Qui veut vraiment travailler avec quelqu'un comme moi. Sauf que ce qui me choque, c'est qu'il dit, il veut que je défende les intérêts de l'entreprise. Et donc là, ça me met une puce à l'oreille. Je me dis, quand quelqu'un te dit, il y a les intérêts de l'entreprise, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il faut défendre un employé, tu seras bloqué. Absolument. Bon, jusque-là, je me dis, bon, en tout cas, on verra bien. Il dit, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller voir le directeur général. Il va trouver un poste qui va aller avec toi, où tu n'auras pas trop de problèmes. Parce que je crois qu'il avait compris que moi, je ne voulais pas trop me mêler à des trucs bizarres. Et il voulait faire le maximum à son niveau pour que je ne sois pas trop embêtée avec cette histoire de fraude. Sauf que quand je me rends compte que quand tu as commencé la fraude, c'est à tous les niveaux, tu peux pas t'arrêter. C'est un circuit. C'est un circuit, tu ne peux pas t'arrêter. Toute l'entreprise est touchée. Donc, effectivement, je vais voir le DG, il me dit, ok, bon, je voudrais souhaiter que tu travailles, tu m'assistes directement parce que j'ai un bon rapport venant du Congo. Le directeur du Congo qui s'occupe de tous les agences du Congo a fait un bon rapport sur moi disant que, moi j'étais étonnée, malgré que j'étais réticent, on me dit fais ci, fais ça, je ne le fais pas. Ils ont plutôt fait un bon rapport sur moi, mais disant que je suis quelqu'un de recommandable et honnête. Et donc, quand on a fait ce rapport sur moi, il dit... Ce sont des gens malhonnêtes Oui. qui écrivent sur vous, que vous êtes honnête. Oui, que je suis honnête. Ouais. Et donc, le directeur général dit qu'on a fait un bon rapport sur moi. Et donc, c'est pour ça qu'il voudra que je sois à ses côtés. Il veut travailler avec quelqu'un comme moi, directement. Donc, il y a des choses qu'on va gérer ensemble et tout. Mais avant que je n'aille, que je vienne avec lui, il faut que j'aille donner un coup de main au chef comptable. Et je fais 2-3 trucs là-bas. Donc, je vais effectivement là-bas. Je commence à travailler. Pendant que je travaille, donc j'essaie par curiosité, j'essaie de voir tout ce qui se passe dans l'entreprise ici au Cameroun. Et je me rends compte, déjà à mon poste, le poste que j'occupais, il fallait donner un coup de main, assistant du chef comptable. C'était pas évident. Comme je dis, la fraude, c'était à tous les niveaux. Ça veut dire que même pour passer les simples écritures dans le logiciel de comptabilité, c'était difficile. Parce que déjà, on te dit en comptabilité, tu ne peux pas passer une écriture sans une pièce comptable. Ça, c'est la règle en comptabilité. Maintenant, quand on dit pièce, ce n'est pas n'importe quelle pièce qu'on va fabriquer. Il faut que la pièce soit valable, qu'elle soit originale, on va dire comme ça, qu'elle ait un sens. Maintenant, je me rends compte qu'on fabrique des choses qui n'ont ni tête ni queue. Il faut que j'enregistre ça. Là, ça commence à me poser un problème. Il y a des pièces carrément que je ne comprenais même pas ce que ça signifie. Je demande au chef comptable, il ne comprend pas, il passe se renseigner encore. C'est là qu'on lui explique. Il y a un système qu'on a mis sur pied. Ils veulent éviter les impôts et en même temps, ils ne veulent pas laisser les traces à la banque. Pourquoi on peut éviter ce genre les impôts? La traçabilité. Et du coup, ils font entreprise, donc deux chefs d'entreprise s'entendent, ils font passer l'argent. C'est un circuit assez compliqué. Il fallait créer de fausses pièces. Donc ça c'est du blanchiment d'argent. Voilà, ça te rattrape dans l'entreprise, dans ta comptabilité. Et là, j'ai compris que c'était vraiment difficile pour moi. Donc, comme je disais, je me suis dit moi-même, est-ce que je peux aller tenir à l'autre poste là? J'ai essayé de regarder. Donc, quand j'ai observé tout le fonctionnement là-bas, c'était vraiment pas évident, c'était pas possible de travailler là. Et au niveau des produits, comment ça se passait? Oui, justement, parlant même des produits, déjà au Congo, pendant que j'étais là-bas, je me suis rendu compte que puis c'était une entreprise d'importation des produits agroalimentaires. Le poisson qu'ils vendaient par exemple, c'était des produits parfois pourris. Par exemple, il y a tout un conteneur une fois qui est arrivé et comment je vais dire, le fournisseur de l'étranger, quand l'entreprise a signalé au fournisseur, le fournisseur a dit ok, on reconnaît, les produits étaient avariés. Détruisez dans les produits. Là, vous nous envoyez le document, la preuve que vous avez détruit les produits. Et puis, on va vous renvoyer notre conteneur. Ah, d'accord. Ils ont fabriqué les documents pour donner l'impression qu'on a détruit les produits. Tout en gardant. Oui, tout en gardant. Et après, ils ont reçu l'autre conteneur. Donc, voilà comment ils ont Et vendu. les produits qui étaient gardés, comment est-ce qu'ils ont fait Ils sont ça? donnés à la population, vendus à la population. Exactement, ils ont vendu sans aucun problème. Ah, d'accord. Vous voyez, ça veut dire que vous et moi, nous mangeons comme ça des déchets. Exactement. Comme on Oui, ils sont les nombreux à le médicaments, faire. là. En fait, je me suis rendu compte qu'ils sont nombreux à le faire. Donc, il n'y a pas que ça, il y a d'autres produits. Parfois, c'est la mayonnaise. On interdit peut-être ici, on interdit ici, ils partent revendre dans l'autre pays là-bas. Donc, ils jonglaient à tous les niveaux. C'était à tous les niveaux. Que tu sois simple agent commercial, que tu sois simple comptable, que tu sois simple secrétaire, simple chauffeur, c'était à tous les niveaux. Donc, j'ai compris que je ne pouvais pas m'en sortir. Est-ce que vous l'avez souvent... Allez-y. Oui, et surtout, j'ai compris que le plus difficile dans tout ça, c'est le PDG qui avait le dernier mot, puisqu'il fallait sa vision. Et sa vision, j'ai compris qu'il fallait gagner à tous les prix de l'argent. Même s'il fallait vous tuer les employés ou tuer les clients à un moment donné, il devait le faire. Lui, déjà, il n'est pas chrétien. À un moment donné, il m'a dit, je ne veux pas savoir quelle est ta religion, qui tu crois, mais juste mon travail, c'est ce que j'attends.
C'est là que j'ai compris que lui, il n'est pas du tout chrétien. Oui, il veut simplement gagner son argent. On a comme l'impression parfois qu'on se livre à la fraude sans se rendre compte. Hein. En fait, on se livre à la fraude sans s'en rendre compte. Imaginez par exemple, pour le cas du poisson, la femme qui se dit chrétienne et qui fait du poisson brisé à côté, qui va acheter ses poissons. Quand vous allez lui demander qu'est-ce que ces poissons est bien, elle va vous dire oui parce qu'elle ne voudra pas perdre. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens également se livrent également à la fraude. Il y a des chrétiens qui achètent qui vendent ceux qui sont dans des boutiques, ils vendent consciemment des produits qui ont déjà périmé. Beaucoup de chrétiens changent même les dates de péremption sur leurs produits pour pouvoir vendre parce qu'ils ne veulent pas perdre. Or, les mondains le font, les païens le font parce qu'ils ont raison, parce qu'en réalité, le porc se lavera toujours dans la boue. Mais ceux qui sont de la lumière ne devraient pas le faire. On aime souvent les femmes qui vendent la nourriture qui a dormi. Effectivement, ceux qui font des beignets, le lendemain, ils font chauffer ces mêmes beignets. Vous venez, vous dites assaut. Est-ce que ce beignet c'est pour maintenant? Elle va dire oui. Je dis les femmes chrétiennes. Pour ceux qui vendent les tomates, vous allez remarquer, ceux qui vendent les tomates pourries, elles mettent un peu en bas en mettant les tomates les plus grosses en haut. Quand vous venez, elles vous jonglent là en mettant dans les nylons. À la maison, vous vous rendez compte que les tomates sont pourries. Mais pourtant, elles le faisaient avec tous les souris et tout en chantant même des louanges à l'honneur du Seigneur. C'est la fraude, frère Gignon. C'est de la fraude. La Bible déclare que c'est la fraude. Prenons un exemple. Il y a des gens qui travaillent dans les banques. Voici la fin de l'année sur le plan humain. Vous allez aller dans beaucoup d'entreprises avec la nouvelle année. On va distribuer les calendriers à donner aux clients. On va distribuer les stylos à billes à donner aux clients et les cahiers. Ils vont rentrer à la maison, distribuer aux siens, alors que ce n'est pas pour le but. Donc chaque chrétien qui le fait à son lieu de service, c'est de la fraude et c'est du vol. On a aussi parfois des entreprises, des chrétiens en entreprise qui jouent avec le matériel de l'entreprise, qui peuvent de manière inconsciente livrer à la fraude sans savoir. Absolument. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un train. Lorsque une façon de faire de façon monotone est donnée à une entreprise, si quelqu'un ne connaît pas Dieu, connaît les Saintes Écritures, il va se livrer sans se rendre compte. Par exemple, pour quelqu'un qui sera nommé à un poste où il y a les avantages, par exemple, de véhicules de service, il va utiliser le véhicule de service est fait pour le service. S'il livre prendre ce véhicule-là pour faire autre chose en dehors du service, il est coupable devant Dieu. Peut-être il peut le faire parce que les collègues le font, il est coupable devant Dieu. Il y a des chrétiens qui sont nommés à des postes. On cherche les responsabilités, mais on ne comprend pas qu'en réalité, plus tu cherches la responsabilité, plus tu vends de ton temps à de l'argent. Il y a des chrétiens qui signent des engagements à un lieu de service. On dit l'entrée c'est 7h30 et la sortie c'est 18h. Vous allez voir effectivement comment des personnes jonglent. Quand il vient en retard, il écrit 6h, 7h. D'autres négocient avec les gens qui portent ce carnet-là, que si je ne viens pas marquer mon nom là-bas, je vais seulement venir signer. Les chrétiens le font aussi. À 16h, ils sont déjà sortis, mais ils vont marquer 18h, ils sont rentrés à 18h. Mais ça, Dieu le voit. C'est la fraude, frère. C'est de la fraude tout simplement. Il faut qu'on enseigne tout cela aux chrétiens. Permettez, je lis. Allez-y, frère. Dans 1 Thessaloniciens que j'ai devant moi, au chapitre 4, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible déclare: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, la conduite, et plaire à Dieu. La conduite des chrétiens doit être faite pour plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et au fur et à mesure que quelqu'un marche dans l'intégrité, il faut qu'il progresse encore davantage. Aussi, en ce sens-là, au fur et à mesure, vous allez voir effectivement que nous serons marginalisés parce qu'il y a une ligne de séparation qui sera tracée entre notre comportement et le comportement normal de la société. La Bible déclare: vous savez en effet quel précepte, c'est aux chrétiens qu'on dit cela, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on dit aux gens, les gens disent que non, nous sommes sous la grâce, Dieu ne voit pas ces choses-là. Ils ne savent pas qu'en fait la grâce est plus difficile que la loi. Et l'apôtre Paul en a dit ici aux Thessaloniciens que vous savez que les préceptes que nous avons donnés, c'était de la part du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus leur a dit: dites-leur de faire ceci, dites-leur de ne pas faire ceci. C'est ce qui est écrit ici. Au verset suivant, il dit: ce que Dieu veut, c'est terrible ces 4 mots. Il dit: ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, virgule. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Après il dit: c'est que, c'est une autre recommandation encore, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Donc vous allez voir effectivement, après il va dire que car Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là. C'est comme ça qu'il conclut. Alors, il y a les chrétiens qui vont faire du business avec un autre chrétien. Il va faire tout et tout pour essayer de soudoyer et frapper cet autre chrétien. Après, il va dire que Dieu ne regarde pas dans le business. Que le business, Dieu c'est Dieu. Et il pense, parce qu'on a toujours ce concept religieux organisationnel. On pense que Dieu est à l'église et puis quand on fait les affaires, il n'y a pas Dieu. Or, Dieu vient de dire ici clairement qu'il plonge ses commandements jusque dans les affaires, les mondes de détails. Donc, si quelqu'un achète
cube à 50 francs, en vendant à quelqu'un, on lui dit qu'il a acheté à 50 francs, il dit qu'il a vendu à 55 francs, il vient de mentir. Il vient de mentir. Et il va rendre compte. Et on a aussi des policiers qui sont dans la rue. Parmi ces policiers, se trouverait-il des chrétiens? Absolument. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un frère qui est un chrétien avec nous. Il est taxement ici en ville. Un des policiers l'a interpellé. Et il chantait Je suis dans la joie. Ah, d'accord. Il dit c'est parce que il lui a dit c'est parce que je suis chrétien que je te prends seulement 4000. Ah, d'accord. Vous entendez de tes choses. Il dit il est dans la joie car Yahweh m'a libéré. Il chantait ces chansons là parce que tout le monde ça chante partout. Donc on est chrétien. Donc il s'est fait il a demandé de l'argent au taximan, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et il dit que c'est parce qu'il chante Je suis dans la joie qu'il La loi dit clairement que quand quelqu'un est en contravention, vous allez signer une contravention, vous retenez une pièce, vous lui donnez le reçu, il vient décharger pour que ça entre dans la caisse du trésor public. Puis il va retirer cela. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Il n'est nulle part dit que vous menacez quelqu'un sous besoin de mettre sa voiture en fourrière. Donc lui il dit qu'il est chrétien. Il dit c'est parce que je suis chrétien que je prends seulement 4000. Ces 4000 n'entrera jamais dans la caisse de l'État. Le voici qui ment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il se trompe lui-même et il bouffe l'argent de l'État. Pourtant, il est censé servir la population. Il n'est pas censé le faire. Il n'est pas censé le faire. Je me tourne vers vous, Chimène, parce que vous aviez 2 témoignages et on a écouté, on a même dégusté. Le premier témoignage qui est le fait d'avoir été à une entreprise qui faisait le faux, qui malheureusement vendait des produits périmés. Parce que très malicieux. Et vous avez donc un deuxième témoignage d'une personne qui est plutôt un pasteur avec sa femme qui eux ont une entreprise. Vous nous donnerez ce témoignage, mais avant ça, la question que je vous pose, qu'est-ce que vous avez fait ayant écouté, ayant vécu toutes ces choses dans cette entreprise à leur égard, envers eux? Et bien évidemment, je leur ai parlé, chacun à son niveau, je leur ai dit, ce n'est pas normal qu'on le fasse. Je suis consciente que c'est difficile, on ne peut pas gagner assez, mais on peut réussir. Qu'on se contente de ça. Ça, c'est ce que je disais à gauche, à droite. Mais malheureusement pour moi, au moment où j'ai dit à l'entreprise que je partais, il y a une sœur avec qui je m'entendais bien, chrétienne, qui carrément dit, mais tu crois que tu es plus chrétienne que qui? Donc, tu peux imaginer que tout ce que j'ai passé mon temps à dire là-bas et qu'elle vienne contredire, donc ça allait dans les oreilles de sourds, on va dire comme ça. Donc là, je pouvais rien faire. J'ai fait mon devoir, je leur ai parlé. Partout où j'allais, même au Congo, je l'ai fait. Je leur ai dit, on ne peut pas, on ne devrait pas. Au moins, ils savent que c'est parce que tu es chrétienne, je vous le dis, que tu veux glorifier Dieu. Sauf qu'on me dit, tu crois que tu es plus chrétienne que qui? Ah, d'accord. Et donc, pour me dire, on peut être chrétien et le faire. Donc, comme je disais, dans cette entreprise, j'ai dû déposer, je leur ai dit que je ne pourrais plus travailler. Je suis partie, ils m'ont dit, connaissant ma personne, ils ont dit, tu peux revenir quand tu veux dans notre entreprise. Ah, donc, il fallait que puisqu'ils savent que moi j'ai un problème à travailler avec leur façon de faire. Oui. Donc, ils m'ont dit, si je me corromps aussi, si je change de comportement, je peux revenir. Ah, d'accord. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait me dire. Voilà. Donc, les portes restent ouvertes. Mais si je veux entrer dans la logique, je reviens après. Donc, quelque temps, quand je suis partie, j'étais à désespérer, mais quelque chose m'a dit, il faut continuer à déposer les demandes d'emploi. J'ai déposé un peu partout et j'ai appris qu'il y avait une association d'hommes d'affaires chrétiens. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Peut-être que ce serait intéressant pour moi de voir des gens qui font les affaires honnêtement. Et donc j'arrive là-bas. C'est un autre témoignage. Bon, pas vraiment, c'est de là que je pars. Je sais pas, c'était dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est de là que je pars. Le pasteur... En fait, je crains qu'on n'ait pas de temps pour ça. Parce que je voulais même lui demander en direct si elle pourrait être là la semaine prochaine pour qu'on fasse une autre émission. Parce qu'on n'a pas assez de temps pour cela. Je crois qu'en 4 minutes, elle peut finir. On n'est plus qu'à 1 minute pour la fin de l'émission. Est-ce que tu peux de la faire? Oui, le chef nous le permet. D'accord. Comme je disais, dans cette association des hommes d'affaires chrétiens, je me suis dit, ok, je vais rencontrer des personnes qui vont m'encourager. Et donc, quand j'arrive là-bas, il y avait des cours qu'on donnait et les cours qu'on donnait, il y avait un enseignant en fait qui sera mon employeur plus tard, que je ne savais pas encore. Donc, l'association organise un séminaire et pendant ce séminaire justement, il y a même des gens qui ont invité des États-Unis pour partager leur témoignage, comment il faut travailler en entreprise. Et c'était intéressant pour moi, j'ai dit waouh, c'est ce que je voulais justement. Et étant dans là-bas, on dit à la fin, vous pouvez rencontrer les panélistes, vous pouvez échanger un numéro de téléphone, ce genre de choses. Donc, étant là-bas que je rencontre dans une dame, et je lui dis, voilà, j'ai quitté plusieurs entreprises, et la dernière que j'ai quittée, c'était pour telle raison, trop de faux et tout. Elle me dit, ah, seulement pour ça. C'est une chrétienne, ça, c'est une chrétienne. Non seulement chrétienne, mais aujourd'hui, elle est révérende. Wow. Donc, c'est terrible là, Billy, n'entend pas là-dedans. J'étais
bon, je me suis dit, ok, peut-être que je comprenais vraiment pas. Elle me dit, de toute façon, viens à mon bureau et puis on va discuter. Elle est camerounaise. Elle est camerounaise. Ouais. Elle travaille dans une multinationale même. Et même, de toute façon... Elle brasse de l'argent. Voilà. Donc, elle me dit, viens à mon bureau, on va discuter. Donc, quand je vais à son bureau, je lui dis, voilà, j'ai été tellement déçue que je me suis dit, ok, vraiment, s'il n'y a pas d'entreprise, moi, il faut que je me mette en propre compte, je mette une affaire sur pied. Donc, pendant qu'on discutait de mon affaire, je lui ai dit, bon, en même temps, on ne sait jamais, je te donne quand même mon CV. Si jamais tu tombes sur quelqu'un qui a besoin de mes services et qui est honnête, tu me fais signe. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, quelques temps après, elle m'appelle. Elle me demande comment ça va avec mon business plan. Je lui dis oui, ça avance. Elle me dit de toute façon, c'est déjà je vais prendre mes nouvelles. Quelques temps après, c'est un monsieur qui m'appelle et qui me donne son nom et il me dit c'est ma femme qui m'a donné ton CV. Est-ce que je peux te rencontrer tout de suite parce que je vais voyager tout à l'heure. Je dis oui, il n'y a pas de souci. Quand je viens maintenant à son bureau, je me rends compte que je le connais, il faisait partie des anciens qui étaient dans cette association des hommes d'affaires chrétiens et qui est le mari de la dame à qui j'ai... Oui. Voilà, qui m'a dit seulement pour ça, qui est révérend d'aujourd'hui. Lui, déjà, le connaissant, avant déjà je l'avais rencontré, enfin, à distance, je voyais qu'il avait une bonne réputation. Comme on dit souvent, c'est quand tu sais très proche de quelqu'un que tu sais vraiment ce qui se passe dans le fond. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment populaire, qui a travaillé dans les multinationales, qui est connu et respecté. Oui, et qui a vécu aux États-Unis, ce genre de choses, vraiment connu dans ce pays. Et donc, quand il me dit... je ne sais pas de quoi on parlait, c'est là qu'il me dit qu'il est pasteur. Je dis, ah, mais c'est une bonne nouvelle pour moi, j'étais tellement contente. Alors vous avez fait un ouf de soulagement pour dire que vous êtes venu à la maison. J'ai raconté à tout le monde, j'ai dit, enfin j'ai trouvé une entreprise, je vous assure, en plus il est pasteur, ce sera bien, j'étais tellement contente, c'était la fête, j'ai appelé mes amis. Ah, je commence à travailler en quelques jours seulement. Je commence à me rendre compte des choses très... Que ça n'a pas changé même là-bas. Oui, déjà même à l'entretien, j'ai voulu me rassurer. Vraiment, j'ai commencé à demander, est-ce que vous faites comme les autres entreprises là qui payent mal les employés, qui traitent mal leurs employés, qui font des fraudes à la comptabilité, qui font ci, ça? Il dit non, il ne fait pas ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile quand même, parfois il est confronté à certaines situations. Bon, là, il passe dessus comme ça rapidement. Je me suis dit, ok, bon, peut-être que c'est juste quelqu'un qui ne connaît pas trop et qui a juste besoin de quelqu'un qui va l'aider à... ce genre de choses. Donc quand j'arrive, je me rends compte que c'est d'abord quelqu'un de très intelligent, qui sait très bien ce qu'il fait. Et donc, mon travail, on s'accorde déjà sur mon salaire, il me dit que non, tel que je te vois travailleuse, je vais prendre un risque avec toi, je te donne 200 000 francs, je n'ai jamais payé quelqu'un à ton poste là autant de cette façon, moi je prends un risque avec toi. Je dis ok, il n'y a pas de souci, donc pour moi ça m'arrangeait. Mais quand je commence à travailler, il fallait que je fasse, comment on va dire ça? L'imprégnation. Voilà, il fallait que je sache tout ce qui se passe autour de moi, quels sont les employés, je prenne les différents contrats, tout ça, puis j'étais responsable administratif et financier. Je devais m'occuper de tout. Et il me disait même quand je ne serai pas là, tu vas t'occuper de ci ou ça. Donc, je commence à fouiller les documents, je parcours les documents, je me rends compte qu'il y a des incohérences, je prends même la DSF, la déclaration statistique et fiscale de 2014, oui, de 2014, je me rends compte. Donc c'est récent ce que vous nous racontez là? Oui, c'est récent. C'était au mois d'août. Oh, c'est terrible. Donc je me rends compte que mince, je rêve, je me suis dit, bon, ok, il ne faut pas que je fasse des conclusions, il doit y avoir une explication. Je vais donc vers lui. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux discuter avec vous? Il me dit, bien sûr, bien sûr. Je lui ai dit, vraiment, j'ai parcouru les documents et je me rends compte de ci ou ça, le contrat de bail, je me rends compte déjà que vous dites que c'était un montant, c'est ci alors que c'est plutôt ça. Je lui pose des questions sur tout ce que j'ai vu là-bas. Oui. Là, j'ai compris qu'il était un peu mal à l'aise, mais il a quand même essayé de vouloir me donner, il a voulu me donner des explications. Il me dit non, en fait, c'est pas ce que tu crois. En fait, c'est que les gens des impôts là, ils dérangent trop. Ils m'ont imposé un montant et je leur ai dit que je ne paye pas de toutes les façons. Oui, de toutes les façons, j'ai dit je ne paye pas. Non, il a essayé de donner des explications qui ne tenaient pas. Mais après, il me dit en réalité que je vais bien faire ce que tu me demandes de faire. Je vais payer les impôts à 100%, à 1000%, même à condition que je réalise un bénéfice. Il me dit, viens voir. Il monte son ordinateur. Il commence à faire les calculs avec moi. Il me dit, si on achète un sac de cacao, on achète 6, ça. On a fait tous les calculs. Il me dit, chérie, toi, me regarde. Si je paye encore les impôts. Voilà. C'est que toi, tu crois qu'on va faire comment? Je lui dis, et là, honnêtement, c'est vrai que c'était difficile, mais moi, avec la foi, j'ai dit, si on marche avec Jésus, vraiment, à un moment donné, pour décanter des situations inexplicables. C'est donc comme ça que je lui dis, je crois qu'on peut s'en sortir, on peut trouver une solution. Il me regarde bizarrement là. Donc le pasteur n'avait plus foi? Oui, en réalité, puisqu'il me disait que, non, je le fais ça, et c'est là qu'il me confirme qu'en réalité,
ce qu'il est en train de faire là, c'est un peu, et qu'il cherche à aller plus loin. Parce qu'il faut qu'ils comprennent comment ces concurrents qui sont plus les grosses entreprises à fond réussissent. En réalité, ils voulaient augmenter le niveau. Donc, ce que je trouvais comme que c'était grave, ils trouvaient que non, c'était peu. Parce que même là, ils s'en sortaient pas, il fallait qu'il aille plus loin. Donc, c'est comme ça que je comprends qu'en réalité, le pasteur, c'est juste un titre. Qu'est-ce que tu as... Donc, c'est comme ça que j'ai fini le travail. En fait, quand il dit fini le travail, c'est que ce qui m'a déclenché carrément le fait que je parte. C'est carrément qui me demande de faire travailler sur un dossier financier, demander de l'argent. Je crois que c'était à Bissec, 50 millions. Et pour demander de l'argent, connaissant la situation de l'entreprise, il fallait mentir dans le dossier financier. Donner l'impression à la banque qu'on est capable de rembourser l'argent. Or, connaissant la situation et voyant la courbe financière, c'était difficile parce qu'on avait déjà d'autres dettes, des priorités. Donc l'entreprise sombre. Exactement, l'entreprise sombre. Mais sauf que... Mais il ne semble pas montrer cela. Mais il ne voulait pas. Donc c'est comme ça qu'il me demandait de faire tous ces là, d'écrire des choses là-dedans. Mais est-ce que lui et sa femme, parce que on va s'en tenir pour cela pour aujourd'hui. Peut-être qu'on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Oui, donc c'est à la fin, c'est comme ça qu'on s'est séparés. J'aimerais savoir vraiment si cet homme-là prêche ici dans la ville de Douala et sa femme. Il prêche, oui, les deux. Et je suis sûr qu'en cette fin du mois, il prêche comme ça, il brasse encore de l'argent au milieu. Bien évidemment, oui. Je pense que Frère Junior qu'on reviendra largement là-dessus, peut-être la semaine prochaine, Chimène. Peut-être que c'est une femme mariée, si elle est disponible, ou bien à un moment donné, on peut prendre son enregistrement en neuf et puis on avance. Ah d'accord, c'est ce qu'on fera. On verra bien. Je ne sais pas que je vais pas se poser. Merci à vous, Chimène. Merci à vous, Frère Junior. Je vous remercie d'avoir passé un bon moment avec le Seigneur et avec vous. On se donne rendez-vous, mesdames, messieurs, jeudi pour... Merci aussi au chef de chaîne qui a voulu nous rallonger quelques minutes pour pouvoir être édifié. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, messieurs, on vous donne rendez-vous jeudi à 18h pour le programme spécial. Que encore, la crainte de l'Éternel soit sur nous. Programme spécial. Nous remercions encore la direction de Dynamique FM pour avoir pensé à la voix du Seigneur. Merci à tous et à chacun. Mon nom est Billy. Restez sur la radio. À jeudi, 18h. Maintenant, c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM.